Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du débat de cette info, consacré cette fois à un moment charnière de la vie politique ivoirienne. La présidentielle 2025 vient de s'achever, livrant une victoire provisoire au président sortant, Alassane Ouattara. Une victoire saluée par certains comme la preuve d'une stabilité retrouvée, mais contestée par d'autres, à commencer par Simone Eyive Gbagbo, candidate du mouvement des générations capables, qui évoque un contrôle non républicain, entaché selon elle par un système verrouillé et des violences localisées. Le Front commun de l'opposition va plus loin, parlant d'une mascarade électorale et d'un coup d'état civil, appelant à de nouvelles élections crédibles et inclusives. Dans ce climat où les blessures de 2010 semblent parfois ressurgir, la question centrale demeure: comment Alassane Ouattara peut-il entamer ce nouveau mandat sans fracturer davantage la nation, et surtout comment restaurer la confiance et la cohésion au sein du peuple ivoirien. C'est donc autour de ce premier grand défi, la cohésion nationale et la réconciliation, que nous allons ouvrir le débat de ce soir avec nos invités. Mbassou Ouattara est cadre du RHDP, il est sur ce plateau avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, Daniel. Juste à côté de vous, il y a Dr Koné Mebra, analyste politique et politologue. Merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et juste en face, il y a professeur Abdoulaye Bamba, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes également historien, mais aussi politologue. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous de me remercier. Et en ligne depuis Paris, monsieur Jean-Bonin Quadio, également politologue. Est-ce qu'il nous entend? Bonsoir Jean-Bonin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le débat va démarrer maintenant. Ma première question s'adresse donc à M. Mbassou. Plusieurs voix, dont celle de Simone Gbagbo, comme je le disais d'entrée de jeu, qualifient ce scrutin-là de non républicain. Comment est-ce que le RHDP réagit-il à ces accusations, justement sans revenir forcément sur les drames de 2010? Oh non, le RHDP pense que nous sommes allés à cette élection-là, cette élection présidentielle, sur la base d'un consensus minimal, issu donc du dernier dialogue politique, qui a adopté un certain nombre donc, de points d'accords qui ont été transposés dans un projet de loi qui est arrivé au Parlement. Les deux chambres du Parlement l'ont analysé, adopté. Et c'est ce qui a fait donc l'objet donc, qu'on appelle ça, la mise en place donc, de cette commission qui est tant décriée. Mais il faut se rappeler que le fait électoral en Côte d'Ivoire a toujours été, qu'on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, a toujours été diversement apprécié. Vous savez qu'en septembre 1994, au moment où l'opposition ensemble réclamait donc un code électoral consensuel. Le président Henri Konan Bédié avait pris un décret, exactement le 11 septembre 1994, pour confier l'organisation du scrutin à l'administration territoriale. Nous avons évolué avec ça jusqu'à ce que la transition militaire s'installe. La transition militaire a donc convoqué à l'époque la CCCE, la commission consultative, constitutionnelle et électorale, qui avait en charge donc d'adopter une constitution et un code électoral. Ce qui, du point de vue de certains juristes, c'est une aberration. Parce que le code électoral tire sa source de la constitution. C'est-à-dire que la mère et le bébé ne peuvent pas naître le même jour. Mais c'est passé. Nous avons continué avec ça. Mais ce code électoral était plus liberticide que ce que nous avons aujourd'hui. D'accord. La commission donc, qui est sortie après donc, le référendum, parce qu'il y a eu le référendum après, piloté par la COSU, la commission de supervision donc, du référendum. Après cette COSU, après le référendum, la COSU est devenue la CNE, la Commission nationale électorale, qui a piloté donc l'élection présidentielle de 2000, après quoi la première commission électorale indépendante a été mise en place, présidée par le juriste Honoré Guillet. Donc dire que ce code électoral qui est là aujourd'hui, ou cette CEI est plus liberticide que ce qu'on avait par le passé, c'est vraiment tronquer l'histoire. Alors, il estime que c'est tronquer l'histoire quand on met en doute les différentes tâches accomplies donc, par les différentes
institution. Est-ce qu'au-delà de la polémique finalement, cette contestation-là de Simon Gbagbo ou encore du Front commun ne traduit pas un déficit structurel de confiance en cette institution qu'est donc la CEI? Ce qu'il faut déjà dire, c'est que le Front commun l'avait déjà exprimé. Je pense qu'ils ont réclamé un dialogue politique parce que selon eux, les institutions qui incarnaient ou qui devaient jouer le rôle d'acteurs dans l'organisation du scrutin ne rassemblaient pas leur confiance. Et cette préoccupation ayant été exprimée par le Front commun, je pense que ça avait déjà établi le manque de confiance entre les acteurs. Et puis, couronné malheureusement par le refus de la candidature des différents leaders de ces grands partis, et il est clair que leur interprétation du scrutin ne peut pas être positive. Comment dire ça? Est-ce qu'on peut dire que la campagne, professeur, est-ce qu'on peut dire que la campagne et le vote ont révélé quelquefois un manque de dialogue politique réel entre la majorité et l'opposition? Si vous me permettez, avant de répondre à cette question, je souhaiterais revenir sur la première question, en disant que j'ai une analyse totalement différente de ce que vous avez fait tout à l'heure, en prenant juste un passage de la déclaration de Simone. Quand vous écoutez attentivement ce qu'elle dit, elle a dit qu'elle prenait acte des résultats. Et après, elle fait une analyse de toute la situation, en dégageant les responsabilités de l'opposition, au niveau de l'opposition, et au niveau du parti opposé. N'empêche que son message n'a pas été tronqué. Elle a réellement dit ça. Oui, j'arrive. Mais prends seulement ce passage-là. Elle essaie de faire une analyse assez générale de la situation pour qu'on puisse tirer les leçons de ce qui vient de se passer. Concernant la campagne, il faut le dire, on a tous été témoins de cette campagne. Le RHDP, plus solide, mieux organisé, qui depuis plus d'1 an avait déjà préparé sa chose, était plus à l'aise comparativement aux autres candidats, à part un peu Bion, qui depuis 6 mois, 8 mois, sillonnait un peu le pays. Les autres ont commencé il y a à peine 1 mois et 2 mois. Donc il ne faut vraiment pas s'étonner de ces résultats. Donc dans l'analyse des résultats, il faut aussi prendre en compte ces différents aspects que je viens de souligner tantôt. Alors, on va rejoindre Jean Bonin du côté de Paris. Est-ce que selon vous, cette élection, même pacifique en apparence, traduit-elle à vos yeux une fracture latente entre les différentes élites politiques et la base populaire en Côte d'Ivoire? Oui, on peut le dire. Il suffit de faire une analyse fine des différents résultats, notamment en ce qui concerne les différents taux de participation par région, pour voir bien que la fracture, elle est réelle. Si vous prenez les taux de participation au nord, vous verrez qu'ils sont très bons. Plus on descend au sud et plus ils s'amenuisent. Donc ça montre bien que il y a une fracture, je peux même dire communautaire, dans ce processus électoral qu'il faudra d'une manière ou d'une autre corriger. Ça m'emmène à aborder un autre sujet avec M. Mbassou Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, a souvent utilisé cette expression-là. Il a beaucoup parlé de main tendue. Maintenant qu'il est de nouveau élu, à quoi pourrait ressembler concrètement cette ouverture? Merci bien. Je voudrais d'abord inviter les partis politiques de l'opposition à un peu de cohérence sur la crédibilité qu'ils semblent ne pas avoir pour les institutions de la République. Notamment la commission électorale indépendante. À leur demande, cette commission électorale a été modifiée pour intégrer le PPACI, qui a souhaité avoir une vice-présidente, pour intégrer aussi une autre formation, pour un autre commissaire, je crois au titre du FPI, et non, le FPI était déjà, mais en tout cas le PPACI et le PDC ont obtenu des postes de vice-président. Donc, cette CEI a été mise en place et la conclusion du dernier dialogue politique disait que pour tout besoin, on devrait se référer donc aux institutions qui sont en place. Est-ce qu'une institution
sera seulement crédible quand elle émanerait de l'opposition. C'est-à-dire, est-ce que c'est le retour de l'opposition qui donnerait crédibilité donc aux institutions de la République? Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Et donc, le président de la République a toujours eu une oreille attentive, une main tendue pour chaque citoyen ivoirien. Revenons à la question officielle. Sauf que depuis 5 ans, depuis 10 ans, il essaie de construire un état de droit. Et donc, dans la construction de l'état de droit, la justice occupe une place importante. Donc, main tendue, d'accord, mais justice, comment dire ça, justice, pas d'abord, mais état de droit surtout. État de droit surtout. Que chacun de nous comprenne que nous ne sommes pas dans un espace de non-droit. Qu'il y a des lois, on peut reprocher des choses à ces lois-là, on peut souhaiter les amender, les mécanismes existent pour les amender par le dialogue, par l'Assemblée, par le Parlement, je vais dire, il y a des voies de recours pour amender tous nos textes, mais on n'a pas besoin d'appeler l'apocalypse sur notre pays parce qu'on n'est pas d'accord pour le moment avec un texte de loi. Donc pour moi, il y a fracture parce que certains en qui leurs parents ont confiance sont allés leur dire qu'il y a danger dans la maison. Certains sont restés à l'extérieur pour appeler à l'insurrection. Mais quand vous appelez à l'insurrection, vos parents vous écoutent. Mais donc s'il y a fracture, c'est bien de leur faute, ce n'est pas la gouvernance. Alors la réconciliation avec Onemebra, la réconciliation, on le sait, c'est une notion très utilisée, très entendue dans le secteur politique, mais c'est quelque chose qui est rarement abouti. Finalement, qu'est-ce qui, selon vous, bloque cette vraie réconciliation-là en Côte d'Ivoire? Bon, je pense que ça doit être une action sincère. Le plus souvent, la réconciliation qui est proposée par les politiques, c'est une réconciliation, j'allais dire, conditionnée. Soit quand un homme politique décide d'entreprendre des initiatives pour recoller le tissu social, pour faire en sorte que les différentes fractions de la vie politique se remettent ensemble, c'est toujours conditionné. Et depuis lors, en Côte d'Ivoire, ce qu'on a constaté depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, c'est que la plupart des personnalités qui ont, j'allais dire, une bonne présence dans leur région d'origine politique, ont toujours appelé leurs parents, comme l'a dit tout à l'heure M. Ambassou, à suivre la vision de ce que eux veulent. Alors que quand on parle de la réconciliation, il faut qu'on arrive tous à se dépasser. Il faut qu'on arrive tous à mettre en priorité ce qui peut rassembler les fils et les filles d'une même nation. Mais lorsqu'on politise la réconciliation, il va de soi que chaque acteur voudra que cette réconciliation aille dans le sens qui pourrait l'aider dans les joutes électorales prochaines. C'est pour ça que la réconciliation en Côte d'Ivoire n'a pas réellement évolué. La plupart des partis politiques en parlent et chaque fois que un des partis est venu au pouvoir, la réconciliation n'a jamais abouti. Je vais donner par exemple, quand M. Laurent Gbagbo est venu au pouvoir... Je vous accorde une minute, s'il vous plaît. En 2000, il a organisé le Forum pour la réconciliation. Tous les 4 leaders sont venus, Alassane Ouattara, Robert Gueye, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo lui-même. Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour qu'on aille à la réconciliation? Et je pense même que c'est dans la dynamique d'obtenir une réconciliation assez profonde que nous sommes parvenus à obtenir une élection en 2010 où tout le monde a été candidat. Alors, donc, si malgré tout ça, on continue en Côte d'Ivoire de parler de réconciliation après 15 années de gouvernance pour M. Alassane Ouattara, il faut s'interroger sur la sincérité des hommes politiques quant aux actions politiques qui sont menées
pour réconcilier les Ivoiriens. On va y revenir. Professeur Bamba, on écoute tout ça, mais on a un constat à faire. Le constat, c'est que le RHDP possède une majorité confortable. C'est pas à démontrer. Est-ce que finalement, cette domination n'est-elle pas paradoxalement un frein à une ouverture politique, mais plus sincère? Pourquoi? C'est la démocratie. La démocratie, c'est ça. C'est quand vous avez travaillé. Le RHDP a d'abord un leader qui a pour lui un bilan. Ensuite, le RHDP a son organisation. Il y a un ancrage national qui lui permet aujourd'hui de récolter les fruits. Donc je pense que ça ne peut pas être un frein à la réconciliation. Par contre, ce que je voudrais dire sur la réconciliation, ne soyons pas trop alarmistes. Soyons réalistes. Depuis pratiquement 15 ans, il y a toute une politique, une panoplie de politiques qui est mise en place pour rapprocher les Ivoiriens. Et le processus de réconciliation peut se faire sur le long terme. 15 ans à l'échelle d'un pays, c'est vraiment pas, faut pas être alarmiste. D'accord. Par contre, ces élections sont révélatrices de ce qui a commencé, ce qui a été fait est à parfaire. Il faut peut-être s'arrêter à un moment donné, dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer, plutôt que d'être trop alarmiste pour dire rien n'a été fait. Et ensuite, au sommet, les politiques doivent comprendre que l'intérêt de la Côte d'Ivoire passe avant leurs intérêts. Okay. Parce que chaque fois que les politiques au sommet ont eu des discours pas très rassembleurs, ça s'est répercuté sur la cohésion au niveau des communautés et on s'entraîne toujours ce genre de situation qu'on déplore aujourd'hui. Alors on a eu affaire à pas tellement de discours rassembleurs. Avec Jean Bonnet, on va tenter de savoir dans le contexte actuel, la réconciliation finalement, elle passe d'abord par la vérité historique ou par le pardon politique? Non, je pense que la réconciliation passe d'abord par une responsabilisation du discours politique. Parce que vous voyez bien que en dehors des joutes politiques, en dehors des périodes électorales, on ne parle pas vraiment de réconciliation, on ne parle pas vraiment de dialogue politique. Ce n'est que lors des joutes électorales qu'il y a des tensions en Côte d'Ivoire. Dès qu'on sort de cette période-là, les Ivoiriens vaquent tranquillement à leurs occupations et préoccupations. Et donc, c'est surtout au niveau du discours politique, au niveau de la responsabilité de la parole politique qu'il faudrait travailler. Parce que ce sont ces discours, ce sont ces paroles-là qui jettent souvent l'huile sur le feu et qui embrasent le pays. On va aborder la dernière question de cette première partie avec vous. Selon vous, c'est quoi les mesures immédiates que le président Alassane Ouattara pourrait-il prendre pour retisser justement le lien entre les différentes institutions en Côte d'Ivoire et la population? C'est à moi que vous vous adressez? Allô? Vous avez la parole, Jean Bonnet. Ah, d'accord. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas de chantier en termes de réconciliation à mettre en place. Voilà. Je crois qu'il faut simplement alerter les différents acteurs responsables politiques sur la responsabilité que ces personnalités politiques-là portent lorsqu'elles tiennent un certain nombre de discours. Parce que elles mobilisent, elles rassemblent des personnes qui se reconnaissent en elles et bien évidemment, quand elles tiennent des propos guerriers, quand elles tiennent des propos incendiaires, ceux qui se reconnaissent en elles se sentent obligés donc d'emboucher la même trompette et c'est ce qui quelquefois donc se ressent dans les comportements qu'on observe c'est là donc pendant les périodes électorales. Je pense que si la parole publique est responsable, normalement les Ivoiriens devraient pouvoir se fréquenter sans problème. Alors, M. Mbassou, Jean Bonnet Kouadio met en avant la valeur de la parole publique. Qu'est-ce qui est fait, justement? Qu'est-ce qui sera fait au niveau du président Alassane Ouattara pour concrétiser, pour aller véritablement à cette réconciliation dont bon nombre d'Ivoiriens parlent en Côte d'Ivoire? Oui, il y a beaucoup de leviers. Il y a beaucoup de leviers au niveau politique, au niveau social, au niveau même de la société civile.
comme au niveau juridique, il y a donc des mécanismes donc, sur lesquels le président pourra jouer pour amener chacun à être responsable, à rendre la parole publique responsable, à plus construire qu'à détruire, à plus construire qu'à déconstruire. Parce que c'est ce qui se passe pendant que vous construisez par un dialogue responsable, c'est le contraire qui est servi aux populations dans leur localité. Mais le président de la République et le RHDP ne voient pas la question sous la forme de réconciliation. Le président parle plutôt de cohésion sociale, cohésion nationale à renforcer. Une fois la cohésion nationale renforcée, que chaque citoyen est rassuré qu'il compte dans le paysage donc socio-économique du pays, donc par la distribution donc, de la richesse pré-produite. Donc, ces citoyens, c'est sûr qu'ils feront attention au discours, au champ des signes, au discours de déstabilisation qui viendront. Donc, le président tient à la cohésion nationale. Justement, et non pas à une question de réconciliation qui, pour nous, est un fonds de commerce politique pour des acteurs en mal donc, de projets, de programmes à proposer. Et ce n'est pas le professeur Bamba qui dira le contraire, parce que je vous ai vu acquiescer quand M. Mbassou parlait de cohésion sociale, cohésion nationale. Comment aboutir à cette cohésion nationale-là pour le prochain quinquennat? Dans la vision du président Alassane Ouattara, il y a eu une phase où il a parlé de réconciliation. Un ministère avait été dédié à la réconciliation. Et à partir de 2013, il a estimé que les leviers de la réconciliation étaient pratiquement assez solides. Il fallait passer maintenant à une autre phase qui est la cohésion nationale. Cette cohésion nationale va donc faire appel au sentiment national, à l'appartenance nationale et à la responsabilité des uns et des autres vis-à-vis de l'intérêt national, l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est à ce niveau-là que, pour moi en tout cas, pour ce mandat du président Alassane Ouattara, que je pourrais appeler un peu le mandat de finition. D'accord. Tous les grands chantiers qu'il a commencés, il va les achever. Et donc, le chantier de la cohésion nationale va être achevé. Et c'est le père de tous les Ivoiriens. Pour moi, il doit prendre son bâton de pèlerin, appeler les uns et les autres, les écouter peut-être une dernière fois. Alors, Koné Mebra, quel serait, selon vous, le test de cette réconciliation nationale-là sur les 5 prochaines années? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que l'avantage de l'initiative est toujours accordé à celui qui dirige. C'est ça. Le président qui, aujourd'hui, vient d'être élu, a devant lui, en voulant s'élever, n'est-ce pas, au-dessus de tout ce qui a pu se produire, doit encore une fois tendre la main. Encore que le RHDP, qui est bâti sur le nom du président Oufoué, qui a toujours privilégié le dialogue politique. Alors, pour décrisper l'atmosphère, pour renouveler la force de cette cohésion, je pense que le président Ouattara doit appeler toutes ces figures politiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces personnalités politiques ont quand même une influence sociale dans le pays. Et de deux, je voudrais rebondir aussi là-dessus, c'est qu'il faut appeler à la responsabilité des messages. Et ça, c'est créé par l'absence de formation des leaders politiques, malheureusement. Parce que quand les militants de base entendent des propos guerriers, entendent des propos incendiaires, entendent des propos quelquefois trop forts pour unir les populations qui sont dans les contrées du pays, ben, écoutez, elles sont influencées. Donc, tant qu'on n'aura pas résolu la question de la formation politique des leaders, quel que soit ce qu'on aura à faire, chaque fois qu'on sera à des élections, il va suffire que des leaders qui manquent de formation disent des mots qui soient dangereux pour maintenir la sûreté de l'État. Les gens vont encore connaître ces gens. Merci bien, M. Koné Mebra. Mesdames et messieurs, après la question de la cohésion nationale et de la réconciliation, un autre chantier majeur attend le président Alassane Ouattara, celui de la relance économique et de la redistribution des richesses. Parce que si la stabilité politique est un préalable, elle n'a de sens que si elle se traduit par une concrète vision du quotidien des Ivoiriens. Entre promesses de Côte d'Ivoire solidaire et exigences de justice sociale, la question est désormais claire. Comment
transformer la croissance en bien-être partagé. C'est justement ce deuxième grand défi que nous abordons à présent avec nos différents invités. Alors, à long terme, c'est quoi la vision du président Alassane Ouattara? Dans quelle vision veut-il inscrire finalement pour faire de la cohésion nationale un héritage durable? On en parlait, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut revenir là-dessus et savoir le lien avec la vision économique? Oui, en matière de vision, le président a donc, sur la base des études prospectives déjà, donc Côte d'Ivoire 2030, défini 4 piliers essentiels. Mais pour cette campagne, il les a déclinés en 6. Donc il s'agira pour lui donc de bâtir une nation forte, une nation ambitieuse, une grande nation, une grande Côte d'Ivoire, autour donc de la stabilité, de la paix, de la sécurité et de la défense. Vous savez que la Côte d'Ivoire vit dans un environnement ouest-africain assez délétère et beaucoup d'efforts ont été faits jusqu'à aujourd'hui pour donc maintenir la sécurité et la défense nationale. Efforts en termes de recrutement, de formation, d'équipement au niveau de la police, de la gendarmerie et même de l'armée. Et efforts aussi, surtout, ça on n'en parle pas très souvent, efforts faits dans l'action menée sur les couches sensibles, vulnérables, qui pourraient être appâtées par les cadeaux donc, des terroristes, il faut le dire comme ça. Et un travail énorme est fait en la matière pour amener donc, les jeunes à ne pas céder donc, à ces invitations-là pour aller donc, à la déstabilisation de notre pays. Donc ces efforts-là vont continuer. Mais surtout, il y a aussi le renforcement donc, du capital humain. Vous savez que tout ce qu'on parle de responsabilité, formation et tout ça, le président Ouattara le met dans le capital humain de qualité. Ça part donc de la santé. Vous savez que beaucoup de centres de santé ont été construits, beaucoup d'hôpitaux généraux ont été construits, les plateaux techniques ont été relevés, des centres spécialisés sont en construction. Je parle par exemple de l'Institut de médecine nucléaire, donc, qui est à Cocody. Donc il y a un autre qui est en construction actuellement à Bassam, en finition. Après, on aura Bouaké, Korogo, ensuite Kadriel. Autant de projets à gérer. Mais tout ça, quand vous avez la stabilité, quand vous avez la santé, quand vous avez l'éducation, quand vous avez la formation, vous avez créé les emplois, il faut donc partager la richesse pour consolider la cohésion sociale. Alors, donc c'est dans cela que le président va continuer donc son élan. Alors avec Jean Bonnet, on va parler de la même question économique. Est-ce que vous m'entendez, Jean Bonnet? On veut tenter de savoir avec vous, selon vous, quelles sont les priorités économiques immédiates que le président Ouattara devrait aborder pour ce nouveau mandat? Je pense que le président Ouattara a fait du développement infrastructurel un des piliers majeurs de son action gouvernementale. Ce que je déplore personnellement, c'est la non-valorisation du capital humain en Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, vous allez dans certaines contrées, vous verrez qu'il n'y a pas de professeur de mathématiques, il n'y a pas de professeur de physique-chimie. Et vous verrez que ce sont des enseignants dits contractuels qui ont reçu des formations au rabais, qui enseignent dans certaines écoles. Vous verrez que très peu d'écoles sont connectées à l'Internet. Dans les universités, vous avez des étudiants qui cumulent plusieurs années. Vous ne m'entendez pas? Allô, vous ne m'entendez pas? On vous entend parfaitement, M. Bonnet. Allez-y. D'accord. Dans les universités, par exemple, vous avez les grandes écoles, hein, vous avez à l'INFAS, à l'ENS, des étudiants qui cumulent plusieurs années d'impayés de bourse. Vous avez dans l'enseignement supérieur ou secondaire privé, des enseignants qui sont très très mal payés, à 80 000 francs pour certains, 150 000 francs pour d'autres. Donc, au niveau infrastructure, il n'y a absolument rien à dire. Il y a des salles de classe qui ont été construites, il y a des universités. Maintenant, il faut mettre l'accent sur la valorisation du capital humain.
Valorisation. Les enseignants payent à 80 000 Français au primaire, au secondaire ou au supérieur. Monsieur Bonheur, vous nous entendez? Vous avez une réponse à cela? Au primaire comme au secondaire, je peux vous le dire, moi je dirige une association qui s'appelle Fraternité Ivoirienne pour l'Entente et la Renaissance, fière, et nous recevons énormément de dénonciations que nous avons d'ailleurs régulièrement transféré à la ministre Marietou Koné, s'agissant donc du salaire des enseignants dans le privé, je dis bien dans le privé, hein. Voilà. Comment vous réagissez à cela? Oui, je veux dire que beaucoup d'efforts sont faits aujourd'hui, tant en milieu universitaire que scolaire, pour donc apporter des solutions aux problèmes donc qui sont évoqués, à savoir donc la valorisation du capital humain, le manque d'enseignants dans certaines disciplines. Mais c'est un problème plus sociétal même que de gouvernance. Moi, je me dis que les élèves aujourd'hui, en majorité, fuient les disciplines scientifiques. Il faut donc repenser, et c'est ce qui a été fait au niveau des États généraux donc, de l'éducation nationale, repenser donc les enseignements pour qu'il y ait de la motivation à aller dans les filières scientifiques pour à terme avoir donc les enseignants de mathématiques, de sciences physiques, de chimie et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est fait. Et les bourses, je crois que l'État s'emploie vraiment à élaguer, à effacer tous les arriérés qu'on peut constater au niveau donc, du supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique fait beaucoup d'efforts en la matière. Tout n'est peut-être pas parfait, mais aujourd'hui est nettement mieux qu'hier. Professeur Abdoulaye Bamba, comment est-ce qu'on pourrait concilier relance économique et chômage et lutte contre le chômage des jeunes qui reste quand même une bombe sociale en Côte d'Ivoire? Lorsque vous prenez les 2 dernières années du dernier mandat du président Alassane Ouattara, il avait mis l'accent sur le social. Après les premières années où il avait beaucoup mis l'accent sur l'infrastructure, il a estimé qu'il fallait miser beaucoup plus sur le social. Et je pense qu'il va continuer dans cette dynamique-là en investissant beaucoup de fonds dans le social, en permettant aux jeunes surtout d'avoir une certaine forme d'autonomisation. Et les fonds qui ont été mis à la disposition des jeunes pourraient permettre également aux jeunes d'être autonomes. Sur ce point également, vous avez la question sécuritaire. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Il faut mettre l'accent sur, pour moi, la solution qui a été trouvée en Côte d'Ivoire, qui a permis à la Côte d'Ivoire de stabiliser ses frontières sur la question sécuritaire. Il s'agit de la solution socio-militaire. Dans d'autres pays, ils ont utilisé le tout militaire qui a consisté à investir dans l'armement, dans les effectifs, pour faire face à l'insécurité. Mais la Côte d'Ivoire, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, on a plutôt beaucoup mis l'accent sur le social, en autonomisant les jeunes, en mettant des fonds à leur disposition pour ne pas être des terreaux fertiles aux appâts des terroristes. Et cela a permis donc de responsabiliser les jeunes et en même temps en mettant également de l'argent au niveau du secteur militaire pour renforcer le dispositif militaire. Et ça a permis à la Côte d'Ivoire de consolider sa stabilité aux frontières septentrionales. Il faut continuer, il faut, sur le plan au niveau du privé, permettre aux jeunes d'avoir des fonds disponibles pour essayer de mettre en application les idées qu'ils ont, les aider à entreprendre, devenir des jeunes entrepreneurs. Et je pense que ça pourrait aider à réduire au maximum le chômage. Alors, vous parlez de sécurité, ça m'intéresse parce que je pense tout de suite aux différents pays de l'AES. On se rappelle qu'à la fin du mandat du président Alassane Ouattara, les relations n'étaient pas au beau fixe avec les pays voisins que sont le Mali et le Burkina Faso. Comment relever ce défi, justement? Après, on va laisser la parole aux représentants du candidat sur ce plateau. Docteur Mebra. Avant d'intervenir sur les relations entre les pays de l'AES et de la Côte d'Ivoire, vous me permettrez d'aborder un peu les questions de priorité par rapport au mandat actuel du président. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, la priorité en ce moment, ce sont les jeunes. Quand on a une population de près de 77% des jeunes, l'action gouvernementale devrait permettre une politique précise qui facilite un cadre pour entreprendre. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour un jeune qui veut se lancer
dans le monde des entreprises, il y a beaucoup d'obstacles. Je salue par exemple l'initiative du président Ouattara quand il est venu au pouvoir, qui a créé le CPC, qui a renforcé le CPC en 24 heures. Tu partais, tu créais ta société. Mais après, il n'y a plus de suivi. 24 heures pour créer sa société, on est aujourd'hui à 1 mois pour obtenir les documents de son entreprise. Alors que c'était une initiative assez efficace. Donc, de bonnes actions sont créées, mais il faut les suivre. Deuxième chose, c'est que la plupart des jeunes entrepreneurs se plaignent du financement. Toutes les jeunes entreprises qui se créent meurent 1 an ou 2 ans après, soit par manque de financement ou les conditions juridiques sont difficiles à respecter, les impôts, toutes ces questions relèvent de l'action du gouvernement. Il faut que le pouvoir public facilite les jeunes entrepreneurs à se constituer et à durer dans le temps. Nous sommes d'accord avec le soutien que doit apporter le gouvernement aux jeunes entrepreneurs dans le cadre donc des priorités économiques, mais cela doit se passer également dans un pays qui a de très bonnes collaborations ou relations diplomatiques avec ses pays voisins. Il y a un souci entre la Côte d'Ivoire et le Mali ainsi que le Burkina Faso. Ça doit être quoi le défi à relever justement par le président Alassane Ouattara? Mais écoutez, aucun pays ne veut être ennemi de ses voisins. Pourquoi la situation entre les pays de l'AES et de la Côte d'Ivoire est tendue? Pour ce qu'on a eu l'habitude de voir, les pays de l'AES accusent la Côte d'Ivoire d'être en relation avec leurs ennemis. Chaque fois que ce soit le président burkinabé ou le président malien se sont plaints de la Côte d'Ivoire, ils ont toujours reproché à la Côte d'Ivoire d'avoir protégé les djihadistes. Ils ont reproché cela lorsque Alassane Ouattara était au pouvoir. Après l'élection du 25 octobre, il est encore au pouvoir. Comment est-ce qu'il arrange la situation? En 1 minute, s'il vous plaît. Il revient au président Ouattara de rassurer ses voisins. Comment? Ben, écoutez, d'abord de créer un déplacement soit du ministre des Affaires étrangères pour décrisper les relations qui ont été tendues pendant les 5 précédentes années. Merci beaucoup, Koné Mebra. Monsieur Mbassou, la question vous est posée directement. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est prévu pour arranger cette situation? Merci beaucoup. Sur la question des priorités, il a abordé la question de la jeunesse, tout comme M. Bamba. Mais je voudrais ajouter qu'il y a la jeunesse, il y a les femmes, il y a les couches vulnérables qui sont bien adressées donc, dans le programme donc, du gouvernement. C'est déjà, il y a déjà des projets sur ces segments-là, mais ces projets-là seront davantage renforcés. Pour la jeunesse, par exemple, vous avez le PJ-Gouv, le programme jeunesse du gouvernement, qui est vraiment destiné à relever la jeunesse ivoirienne, en tout cas tous ceux qui veulent entreprendre. Sur la question donc de nos relations, vous savez, la Côte d'Ivoire a toujours agi au niveau diplomatique dans le cadre de ses engagements. Engagements bilatéraux, engagements donc multilatéraux. Et donc quand un problème survient, c'est dans cet angle-là que la Côte d'Ivoire regarde. Et quand les pays de l'AES successivement, après coup d'État se sont retrouvés dans des difficultés et que la CEDEAO a pris position, la Côte d'Ivoire a doublé la position de la CEDEAO. Ça ne doit pas faire de la Côte d'Ivoire l'ennemi du Burkina ou l'ennemi du Mali ou l'ennemi du Niger. Ce sont les textes que nous nous sommes donnés, c'est l'organisation donc sous-régionale que nous nous sommes donnés à un moment donné pour gérer, pour connaître de ces questions-là. Mais avant que ces pays ne se reforment en AES, il y avait le TAC, le traité d'amitié Abidjan-Ouaga, qui a fonctionné et des sessions ministérielles sont tenues à Yamoussoukro, ensuite à Ouagadougou. Mais c'est plutôt ces pays-là qui ont un problème avec le positionnement diplomatique de la Côte d'Ivoire. Quand ils parlent d'ennemis qui sont en phase avec la Côte d'Ivoire, ils parlent de l'ancienne, de la France. La France même est 5e partenaire économique aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas dire que c'est la France qui décide en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit ennemie d'un pays. Donc le président a diversifié, donc sa coopération internationale, tant sur le continent qu'à l'international. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? C'est lui qui doit tendre la main. Mais
moi, j'ai suivi dernièrement la question de l'UMOA, dont la présidence devait revenir donc au ministre burkinabé. Ça piétinait. Dans certaines capitales, on a accusé tout de suite le président Ouattara que c'est lui qui ne veut pas. Mais renseignement pris, c'est bien lui qui a dénoué la situation pour que le ministre burkinabé soit aujourd'hui donc à la tête de la commission de l'UMOA. Donc c'est pas le problème. Souvent je me dis quand on est dans une sous-région comme la CEDEAO, où nous sommes je crois 3e ou 2e aujourd'hui, quand on est dans un espace monétaire UMOA où vous avez 40% donc de capacités économiques de l'UMOA, on attend certainement beaucoup de vous. Mais c'est beaucoup là le président le fait. Le président a donné des armes. Plus d'1 milliard en équipement au Burkina Faso pour sécuriser sa frontière sud. C'est à l'avantage des deux pays. Mais c'est des efforts qui doivent être salués. Mais on a l'impression que chaque fois qu'un opposant trouve refuge en Côte d'Ivoire, on doit l'extrader. Mais ce n'est pas de la tradition de la Côte d'Ivoire. Depuis Houphouët-Boigny, nous sommes un pays, merci bien, monsieur. Un parti oufouettiste. Donc on ne va pas extrader un opposant pour faire plaisir à un régime. On va rejoindre monsieur Jean-Bonin Kouadio. C'est quoi votre réaction sur la question des relations entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays de l'AES, que sont le Burkina et... Je pense qu'en réalité, la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec ces pays. Ce sont ces pays qui ont un problème avec la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, ces pays incapables de faire face aux défis sécuritaires internes préfèrent trouver un bouc émissaire pour justifier leur propre échec. C'est ça le fond du problème. Sinon, en réalité, la Côte d'Ivoire a beaucoup fait pour ces pays. Si vous voyez tout ce que la Côte d'Ivoire fournit en termes d'électricité, qui d'ailleurs n'est pas payé, ces pays cumulent des arriérés d'électricité, des pays d'électricité. La Côte d'Ivoire, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un sur le plateau, a fourni des armes au Burkina Faso. Donc la Côte d'Ivoire a fait ce qu'elle devait faire en tant que État, en tant que bon voisin. Maintenant, comme je l'ai dit, ils ont un défi sécuritaire à relever, ils en sont incapables, ils ont besoin de trouver un bouc émissaire, et le bouc émissaire tout trouvé, c'est la Côte d'Ivoire. Merci à Jean-Bonin Kouadio. Je reviens sur la même question. Professeur Bamba, vous êtes historien, vous avez abordé cette question sécuritaire qui m'a fait replonger sur le défi à relever en ce qui concerne cette relation-là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, vous qui êtes historien? Qu'est-ce qui, au début, a opposé la Côte d'Ivoire à ces pays? C'était les coups d'État qui sont opérés dans ces pays. La Côte d'Ivoire, conformément à la position de la CEDEAO, avait adopté la position de la CEDEAO. Lorsque ces pays ont quitté la CEDEAO, qu'ils ont créé l'AES, il y a maintenant deux organisations sous-régionales qui se font face. La Côte d'Ivoire, on l'a dit tantôt, tant sur le plan économique, sur le plan militaire, a aidé ces pays. Ce que ces pays ne vous disent pas, c'est qu'au sein de l'UEMOA, ils profitent de cette position de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui réjaillit sur leur économie. Premier élément. Deuxième élément à prendre en compte et qui est vraiment essentiel, c'est que ces pays ont des problèmes en interne. Au début, tous ces régimes avaient été accusés de régimes populistes. Il fallait toujours trouver le bouc émissaire à l'extérieur pour justifier leurs difficultés. Et la Côte d'Ivoire avait été perçue comme ça. Et le président Alassane Ouattara avait été présenté comme celui qui était à la base de tout le malheur de ce pays, parce qu'il a son aura au niveau de la sous-région, il pèse au niveau de la sous-région, et donc tout ça a été mis ensemble par ces régimes pour accuser la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, comme l'a dit Jean-Bonin et M. Ouattara, ces pays profitent silencieusement de la Côte d'Ivoire, et quand ils ont des équations, qu'ils n'arrivent pas à résoudre ces équations, alors ils reprennent l'élément Côte d'Ivoire comme bouc émissaire pour pouvoir se trouver un justificatif au niveau de leur population. Mais je pense que vraiment, il y a une forme de coopération que le président Ouattara a toujours entretenue avec ces pays. L'épisode des 49 soldats, la posture qu'il a adoptée. Lorsque des militaires ivoiriens avaient été arrêtés au Burkina, la posture qu'il a adoptée montre qu'il a toujours été dans une posture de porte ouverte, de main tendue vers ces pays. Et c'est ces pays qui, très souvent, refusent ces mains tendues de façon ouverte, parce qu'en réalité, il faut trouver un bouc émissaire au niveau de la sous-région. Ils ont compris que accuser la France éternellement, ça ne marchait plus. Et la Côte d'Ivoire, c'est un bon produit qui se vend.
alors il faut s'appuyer là-dessus pour chaque fois justifier ce qui se passe. Merci professeur. On va fermer donc la parenthèse autour de cette relation entre la Côte d'Ivoire et les différents pays de l'AES, mais on va terminer, on va faire un tour de table avec cette question de test au niveau de la relance ivoirienne dans ce nouveau quinquennat. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, monsieur Koné? Ce nouveau mandat du président Ouattara est pour moi la consolidation de toutes ces 15 années qu'il a passées au pouvoir. C'est un mandat qui ira dans le sens de renforcer les acquis du développement public, et notamment sur les infrastructures et tous les investissements publics qu'il y a eu. Et ce qu'il faudra renforcer certainement, c'est plus l'action sociale et faire en sorte que la cohésion nationale se renouvelle davantage, créer plus de confiance entre les acteurs qui ont la capacité d'influencer les couches sociales assez faibles. Donc tout ça va relever de l'ouverture que le président Ouattara voudra faire. Merci Koné Bebra. Jean Bonnet, on vous retrouve pour cette question autour du partage des richesses. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que c'est une critique justifiée ou une perception amplifiée? Les richesses n'est jamais équitable dans un pays, quel qu'il soit. Hein. Il y aura forcément des pauvres, il y aura forcément des riches. Maintenant, ce qui est important, c'est que l'État, la République, doit donner les mêmes chances à tous ses enfants. C'est ça qui est pour moi le plus important. Parce qu'on n'aura jamais un État totalement égalitaire. Et si on est conscient qu'on n'est pas tous égaux en droit, comme on peut bien le proclamer nos différentes constitutions. Voilà, il faut donner aux enfants de la République les mêmes chances. Et ça passe par une formation qualitative, ça passe par une formation quantitative et des outils qui permettent donc aux jeunes, aux femmes de s'insérer dans le tissu professionnel. Et ça, l'État a un rôle majeur à jouer. Si vous prenez les statistiques officielles, on vous dira que selon les critères de l'OIT, du BIT, on est autour de 3 à 4% de taux de chômage, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Les chiffres les plus optimistes parlent de 30 à 40% de taux de chômage au niveau des jeunes. Pourquoi? Parce que le secteur informel en Côte d'Ivoire est encore extrêmement important et c'est lui qui emploie d'ailleurs pratiquement 70% du capital humain en Côte d'Ivoire. Alors, comment transformer ce secteur informel en informel pour que ça contribue à la richesse, au PIB national? Je crois que c'est l'enjeu qu'il faudra adresser pour que notre PIB ne soit plus je dirais, élevé par les infrastructures, par les grands chantiers publics, mais par la création de richesses intellectuelles. Sur ce plateau, ma question va s'adresser à M. Mbassou Ouattara. C'est vrai qu'on parle d'économie. Il y a plusieurs défis quand même à relever au niveau de la Côte d'Ivoire. Je prends donc des questions de certains internautes qui nous suivent. M. Aboubakar Bakouan parle de la gestion de stress. M. Malabar Tabio parle de la corruption, de l'éducation et de la formation. Qu'est-ce qui sera fait pour le prochain quinquennat dans ces différents secteurs? Le stress, vous avez dit, comment gérer le stress qui est devenu... On ne va pas s'occuper de ça. Parlons de Malabar Tabio qui parle de la corruption, qui parle de l'éducation et de la formation. Non, je crois que en matière de corruption, le président en est conscient. Le contraire aurait surpris. Il a mis donc beaucoup d'institutions en place pour essayer donc de juguler ce fléau-là. Je parle du travail que fait l'inspection d'État, je parle de la haute autorité pour la bonne gouvernance, je parle de la Cour des comptes, je parle même d'institutions ou d'autorités
qu'on ne sent pas, qui comme le mécanisme d'évaluation par les pairs, qui donc lutte contre tout ce fléau-là, le MAEP, qui lutte contre la corruption. C'est une question bien adressée. Et en la matière, le gouvernement s'évertue, met beaucoup d'efforts dans la modernisation de l'administration, donc la bonne gouvernance, la modernisation de l'administration. C'est autant d'efforts qui vont permettre petit à petit, avec la sensibilisation et l'apport de la société civile sur les questions de bonne gouvernance, à arriver un temps soit peu à juguler ce fléau-là. Sinon, la chose est bien adressée. À côté de tout ça, il y a la cherté de la vie et le prix des loyers dont parle l'internaute Mamadou Fondio. À cela, qu'est-ce que vous répondez? Oui, la cherté de la vie, c'est peut-être pas fuir la question, mais je vais dire qu'elle est conjoncturelle et elle est internationale. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, vous avez une montée des prix. Ici, ce que le gouvernement a fait dans un premier temps, le gouvernement avait subventionné, quand la crise ukrainienne est arrivée, le gouvernement avait subventionné certains produits pour ne pas que les prix grimpent. Et donc, petit à petit, cela a été relâché quand les choses sont stabilisées. Donc, le gouvernement fait assez d'efforts pour juguler la cherté de la vie. Mais la cherté de la vie sera aussi jugulée par notre capacité de production. Plus nous allons produire, c'est pour ça que les agropoles viennent donc les 9 agropoles viennent donc bientôt pour améliorer l'agriculture, moderniser l'agriculture, nous permettre donc d'avoir une production suffisante pour faire baisser donc les coûts. Vous savez que en matière économique, on dit plus l'offre est grande, la demande est forte. Plus le prix baisse. Quand l'offre est réduite, les prix augmentent. Et donc, le gouvernement se donne, ayant pris ça en conscience, le gouvernement se donne les moyens de pousser la production autour des agripoles, autour de la modernisation même de l'agriculture dans nos différentes contrées, pour que nous soyons bientôt autosuffisants en riz, que nous soyons autosuffisants dans beaucoup d'autres denrées qui aujourd'hui coûtent cher sur le marché. C'est aussi la production animale. En volaille, aujourd'hui, nous sommes autosuffisants. Il nous reste à faire beaucoup d'efforts au niveau des caprins. Ce travail va se faire aussi pour que, à terme, tous ces coûts-là soit donc amorti par les citoyens. Merci bien, monsieur Mbassou. Docteur Koné Mebra, on parle de cherté de la vie encore en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'Ivoiriens se plaignent du coût des loyers. Pour vous, ça pourrait être quoi les différentes solutions à mettre en place pour un nouveau sourire sur les lèvres des Ivoiriens? Vous savez que le gouvernement peut toujours beaucoup dans la réduction du coût de la vie. C'est vrai qu'on parle d'un problème conjoncturel, mais moi, je dis toujours, les questions de loyer relèvent de ceux qui habitent dans leur pays, qui décident de construire pour soit des objectifs commerciaux. Il revient au gouvernement de prendre des mesures pour régler la question des fixations des prix. Il a fallu l'action du gouvernement pour que les cautions des maisons passent de 10 mois, d'1 an à 5 mois. Aujourd'hui, quand les propriétaires ne le respectent pas, ils sont passibles de peine judiciaire. Donc, tant que le gouvernement va prendre des mesures pour réduire le coût, c'est vrai que M. Mbassou a parlé de production, mais je crois qu'en matière de beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, nous sommes quand même autonomes. Donc, il faut des actions gouvernementales fortes. Pour les questions de logement, il revient au gouvernement de fixer, n'est-ce pas, les prix en fonction des zones. Aujourd'hui, n'importe qui se lève, quand il construit sa maison, il met le prix qu'il veut. C'est le gouvernement qui doit réguler la question des prix. Il existe ici une ville dont je ne vais pas peut-être dire le nom, mais quand vous construisez là-bas, c'est la chefferie et vous qui vous entendez pour fixer le prix de votre logement. Donc, le gouvernement doit exercer cette pression. Si la fixation des prix des loyers est laissée à la sagacité des propriétaires, mais chacun va fixer son prix. Chacun va fixer son prix. Donc, l'action du gouvernement là est attendue.
ça réussit dans la fixation des cautions, ça va réussir dans la fixation des prix individuels des logements. Merci bien, Koné Mevra. Votre avis là-dessus sur la question, professeur Bomba? La cherté de la vie, les maisons dont les prix sont élevés, sont aussi parfois aussi l'expression même du développement économique d'un pays. D'accord. Plus le pays évolue économiquement, plus le coût de la vie devient plus cher. Je ne dis pas ça pour justifier ce qui se passe, mais je dis que c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans l'analyse. Ensuite, celui qui construit sa maison, et vous dit si le prix que je vous donne ne vous convient pas, vous partez ailleurs. Or, le besoin en logement est réel. Ce qu'il faut faire, c'est de travailler en amont, au niveau des intrants. Les matériaux qui rentrent dans la construction d'une maison, c'est à ce niveau que l'État peut agir en réduisant les taxes pour que dans la chaîne de production, à la fin, le propriétaire de la maison puisse donc construire sa maison avec un coût beaucoup plus abordable. Un coût réduit. Voilà, un coût réduit et tenir compte pour la fixation de prix de loyer. Mais dire tout de go comme ça, il faut que les propriétaires réduisent. Ils vont vous dire, mais si vous ne voulez pas aller ailleurs, les besoins sont réels. Au niveau de l'inflation, moi je pense qu'il faut encourager le gouvernement. Le taux d'inflation a été beaucoup maîtrisé par rapport à beaucoup de pays et le travail est fait à ce niveau. Il faut encourager. Et élément essentiel, chaque fois que j'ai écouté le discours du président Alassane Ouattara, quand il fait un bilan de ses actions, il est conscient que tout n'est pas parfait et qu'il est toujours nécessaire et important de mettre l'accent sur ce qu'il y a à corriger. Et donc, moi, j'ai confiance en lui. Son mandat de 2025 à 2030, pour moi, je l'appelle le mandat définition. Tout ce qu'il a commencé, il va terminer et en beauté. Direction Paris, où nous rejoindrons M. Jean-Bonin Kouadio pour la dernière question. En un mot, quelle serait la mesure la plus urgente à mettre en œuvre pour améliorer immédiatement le pouvoir d'achat des Ivoiriens? Il y a plusieurs leviers sur lesquels il faudrait jouer. Parce que tout est une question d'offre et de demande. Voilà, tout est une question d'offre et de demande. Tout à l'heure, vous avez parlé, par exemple, du logement. C'est une des grandes lignes budgétaires dans le budget personnel ou familial des Ivoiriens. Ça doit représenter à peu près 40 à 50% du budget des ménages en Côte d'Ivoire. Et si on part du taux de croissance, du taux démographique en Côte d'Ivoire, il est autour de 2,8%. Le déficit en logement en Côte d'Ivoire, selon les sources, tourne autour de 700 000 à 800 000 logements par an, avec un accroissement de 40 à 50 000 logements chaque année. Le secteur privé seul ne pourra pas résorber ça. Il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire s'engage lui-même, comme à l'époque, avec la SICOGI, avec la SOGEFIA, aux côtés donc des investisseurs privés, à combler ce déficit-là. Parce que on le voit bien, le secteur privé peine à combler ce déficit-là. Il y a eu beaucoup de mesures fiscales qui ont été mises en place. Il y a eu beaucoup de faveurs en faveur de mesures en faveur des investisseurs pour faire baisser le coût du logement, notamment sur l'importation des matériaux de construction avec le code d'investissement et tout ça. Mais le déficit, il est structurel. Et donc, pour moi, il faut que l'État lui-même s'engage aux côtés des investisseurs privés en facilitant également la capacité des banques locales à financer le crédit immobilier. Et avec ça, je pense qu'on devrait résorber donc la question du coût des loyers en pensant également à décentraliser donc le développement de la Côte d'Ivoire, parce que le gros problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que tout se passe à Abidjan. Tout se passe à Abidjan. Si vous êtes à Tengrela et que vous devez régler un problème administratif, il faudra venir à la cité administrative, à la tour A, B, C, D. Or, il faut décentraliser un certain nombre de prérogatives étatiques dans les régions
pour que les gens ne soient pas obligés de venir à Abidjan ou vivre à Abidjan. En France, si vous habitez à Nice, vous n'avez jamais besoin de venir à Paris pour régler quoi que ce soit. Vous les réglez à Nice ou à Bordeaux ou à Montpellier. Il faut que la Côte d'Ivoire arrive à cela, que dans chaque région, on puisse régler les problèmes au niveau régional et pas venir nécessairement à Abidjan. Monsieur Jean Bonnet, Monsieur Mbassou Ouattara, ça sera votre dernier mot. Beaucoup de défis à relever. On ne pourra pas tout éplucher sur ce plateau, mais on sait que le gouvernement entend aussi à créer des mécanismes d'aide sociale ou des allocations pour les ménages, renforcer cela. Comment est-ce que pour le prochain quinquennat, cela va donc se dérouler? Oui, merci bien. Je pense que déjà, c'est ce que M. Bamba a dit, hein, c'est renforcer tout ce qui a commencé au niveau social. Le mandat des définition. Voilà, c'est ça. Vous avez au niveau donc des travailleurs des efforts qui sont faits pour améliorer donc les revenus. Au niveau de la fonction publique, c'est la même chose. L'État est allé plus loin avec le PS Gouv, avec le programme social du gouvernement, auquel s'ajoutent les filets sociaux productifs qui font des merveilles aujourd'hui à l'intérieur du pays, dans des familles qui se tirent aujourd'hui d'affaires, des familles qui n'avaient pas l'équivalent de $2 par jour, aujourd'hui se tirent d'affaires, et on a vu des groupements naître à partir de ces filets sociaux-là. C'est continuer cette politique donc, de redistribution dans la proximité, pour que les couches vulnérables puissent se relever. C'est aller aussi plus loin avec l'appui donc à l'autonomisation des femmes, le FAFSI qui va continuer, qui va s'améliorer, qui fait déjà des merveilles, mais qui va s'améliorer sur le terrain. Et le président de la République a la conviction que pour ce mandat-là, il faut aller plus loin dans la redistribution des richesses pour donner à chaque Ivoirien un peu de dignité et un peu d'inclusion dans la société qui bouge tant. Merci bien, M. Mbassou Ouattara. M. Koné Mebra, l'électricité et l'eau potable sont des besoins fondamentaux. Comment est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait fixer comme priorité pour élargir tous ces services au niveau national? J'allais dire qu'il faut favoriser la concurrence. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, depuis plus de 40 à 50 ans, la CIE a toujours le monopole de la production électrique. Tant qu'on n'arrivera pas à la concurrence dans ce secteur, il sera difficile que les Ivoiriens puissent avoir facilement accès à l'électricité à des coûts appréciables. Donc je pense que le gouvernement aujourd'hui, dans ce mandat de finition, comme l'a dit le professeur Bamba, c'est d'œuvrer à donner aux Ivoiriens le choix, n'est-ce pas, de choisir entre la CIE ou un autre concurrent. Parce que tant qu'on n'aura pas de concurrence dans ce secteur, le monopole va toujours s'appliquer. Et là où il y a le monopole, il y a l'imposition des prix. Donc je pense que c'est surtout ça. Encourager aussi le président à prendre en compte le fait que nous sortons d'une élection sous tension. Il faut donc que ce soit un moment d'ouverture. Il faut tendre la main à tous ceux qui se sentent frustrés, qui se sentent blessés, qui ont le sentiment d'avoir été isolés dans ce scrutin. Il faut donner la chance à un nouveau dialogue politique. Merci bien, Dr Koné Mebra. Je voudrais préciser qu'en Côte d'Ivoire, l'État produit l'électricité, la CEI commercialise. Merci beaucoup pour la précision. Ça dit toujours qu'on n'a pas encore le cadre de la concurrence. Je suis d'accord avec vous que dans la commercialisation... On va permettre à le professeur Bamba de dire son mot de fin. J'aimerais qu'il soit axé sur les transports publics, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est souvent limité et coûteux. Justement, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus pour ce prochain quinquennat? Il y a de grands projets, le métro. On a assisté depuis quelques années déjà aux travaux. On espère qu'avant 2030,
le projet sera effectif, le métro sera effectif. Je pense que ça va contribuer énormément à réduire le coût du transport. Et d'autres projets également qui sont en vue au niveau des transports interurbains. Je pense qu'en la matière, ça peut aider. Je voudrais dire au niveau social qu'il y a eu tout récemment en Conseil des ministres l'économie sociale solidaire. Un décret a été pris dans ce sens pour essayer d'améliorer encore le social, le quotidien des Ivoiriens. Et je pense que ce mandat de finition, je reviens encore sur l'appellation, va permettre donc d'appliquer cette économie sociale solidaire pour le grand bonheur de la grande population ivoirienne. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Jean Bonin Kouadio, politologue depuis Paris. Merci à M. Mbassou Ouattara, qui représentait donc sur ce plateau M. Alassane Ouattara, président de la République. Dr Koné Mebra, analyste politique, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci au professeur Bamba Abdoulaye, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes également historien et politologue. Merci d'avoir répondu à nos questions à l'occasion de ce débat. Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons exploré les grands défis qui attendent le président Alassane Ouattara, de la cohésion nationale à la relance économique, en passant bien entendu par la stabilité institutionnelle et les attentes concrètes des Ivoiriens. Entre promesses de réconciliation, ambition économique et espoir citoyen, il reste clair que la réussite de ce quinquennat dépendra autant des décisions politiques que de leur impact réel sur le quotidien des populations. Merci à tous nos invités pour leurs analyses éclairées et à vous téléspectateurs pour votre attention. Rendez-vous très bientôt pour suivre ensemble la mise en œuvre de ces engagements et le parcours de notre pays vers plus de stabilité, d'inclusion et de prospérité. Au revoir. Merci.